Salut Brian, Salut Valentin. merci d'être là en direct de Cube 3 pour la rentrée de cette saison 2 avec l'ensemble des projets qu'on va accompagner ici en saison 2 de Cube 3 et en grande partie avec vous. Donc je suis trop content que tu sois là, je suis trop content que tu fasses partie des partenaires blockchain, que Tezos, que Nomadix accompagnent du coup nos différents projets, on va en parler. La première question que j'ai, c'est, il y a Nomadix, il y a Tezos. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux, s'il te plaît, Brian? Alors, le premier, c'est, alors ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, même moi, c'est Ça va alors. nomadique. Nomadic, ah, tu vois, ça démarre mal. Non, non, mais t'inquiète, on le fait tous. Ça m'a mis 3 mois avant de dire nomadique et pas nomadix. Donc, bah, en fait, comme toute entreprise blockchain, donc tu as une fondation qui a, ben, à l'époque levé des fonds, et cetera, qui très souvent s'est basée à Zug, en Suisse, la Ouais, Crypto Valley. Et derrière, tu as une partie d'une boîte qui est un peu plus opérationnelle, qui va être là pour accompagner l'écosystème. Alors, chaque blockchain, enfin chaque environnement blockchain a ses manières de travailler. Et Nomadic, du coup, ben, nous, ce qu'on fait, c'est on essaie d'avoir un accompagnement, beaucoup de proximité. Donc, on essaye d'être présent du début à la fin. Enfin, on n'espère jamais la fin d'un projet d'ailleurs, mais en tout cas sur toute la vie d'un projet, que ce soit des accompagnements un peu plus business. Donc, si quelqu'un a besoin d'une mise en relation, je dis une bêtise, mais il y a une startup qui va être dans le marché de l'art. Bon, bah, on a de la chance d'avoir des connexions dans le monde de l'art, donc directement, on va pouvoir organiser des meetings avec les directions innovation, des choses comme ça, histoire de débloquer des situations, dans l'accompagnement de communication aussi. ok. Enfin, on essaie vraiment d'accompagner tout le long, pareil sur le support technique. Et, euh, et c'est comme ça qu'on va accompagner des projets et qu'on travaille en tout cas. Ok, très clair. Donc effectivement, il y a la partie très opérationnelle et la partie très fonctionnelle, blockchain entre guillemets, C'est ça. Tezos. Euh, Aujourd'hui, Tezos fait partie, et ça fait très longtemps qu'elle est dans le paysage, des plus grosses blockchains de l'écosystème Web3 crypto. On en voit plein, on en voit qui naissent, on en voit qui meurent. Vous, vous êtes toujours là. Quelle est la spécificité de Tezos par rapport aux blockchains qu'on connaît? Alors, que ça soit jusqu'à l'extrême Ethereum que tout le monde connaît, mais même d'autres blockchains spécialisées. Je pense à iExec qui est aussi francophone, ce genre de blockchain-là. Quelle est la spécificité de Tezos qui explique que bah, des années après, vous êtes toujours là? Ben, déjà, effectivement, il y a le côté enfin, il y a le côté ancienneté, donc ça rajoute quand même pas mal de confiance, en fait, au niveau de l'écosystème. Hem Et aussi, ben, étant donné qu'on a été l'une des premières chaînes qui a été en proof of stake, il y avait ce côté très, éco-friendly, enfin, du moins, perçu comme très éco-friendly et cetera. Ça a beaucoup joué sur le fait d'attirer des gens et de les garder. Ok, Un côté très décentralisé. Et il y a aussi, ben, le cœur de Tezos qui est une blockchain évolutive. Donc en très, très, très brièvement, c'est, bah, en fait, pour faire plein de mises à jour sur une blockchain, on est obligé de faire souvent des hard forks. Donc on passe d'un logiciel à un autre, pour faire simple, en gardant l'historique précédent. Et en fait, avec, Tezos, tu peux faire ces évolutions, sans changer le logiciel, enfin sans changer de logiciel, tu changes le logiciel. ok, ouais. Et tout ça se passe par un vote, qui est validé par les validateurs de la chaîne, qu'on appelle les bakers. C'est les bakers, du coup, qui peuvent aussi proposer des évolutions. Et je pense que ça a permis à Tezos de s'adapter. Heu, Parce que, ben, forcément, le matériel change, le hardware change, les modes de fonctionnement changent, donc on est obligé de s'adapter. Et je pense que c'est comme ça que Tezos a permis de rester depuis aussi longtemps. Et c'est vrai que vous avez toujours fonctionné sur ce modèle-là de Proof of Stake, Liquid Proof of Stake, Delegate Proof of Stake, tous ces sujets-là, là où Ethereum s'est ensuite mis à jour vers du Proof of Stake. Quand vous avez vu cette mise à jour qui date un peu maintenant, ça fait 2 ans, vous vous êtes dit, OK, on était un peu, on avait le bon filon dès le début, quoi, entre guillemets, on avait compris un peu ces enjeux-là. Oui, je pense que ça a été, je pense pas que ça avait été prévu de base, enfin, dans le sens en disant: «On a raison et les autres ont tort». Oui, bien sûr. Mais du coup, ça va dans le sens Non, de l'histoire, en non. fait, évolutif, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est quand effectivement, quand on prend du recul, on se dit: «Ah ben, on avait le bon filon». Et c'est cool finalement de pouvoir se dire: «Bon, bah, en fait, je délègue, mes thèses sont pas loquées quelque part, et puis, je dois pas attendre 3 semaines pour avant de les retirer, quoi». Ouais, c'est clair. On enregistre cet échange, on est fin septembre 2024. On voit beaucoup de gens attendre beaucoup de choses en termes de capitalisation de l'écosystème crypto dans les prochains mois. Beaucoup imaginent la reprise du bull run, le top dans les prochaines semaines, le prochain mois. On n'est pas là pour avoir la boule de cristal, mais toi qui vois cet écosystème grandir du point de vue des fondations des blockchains, est-ce que tu sens effectivement cette
émulsion revenir qu'on a perdu depuis 2 ans en vérité, d'autres projets qui viennent, qui commencent à build, l'utilisation des chaînes qui commencent à monter. Est-ce que tu vois ce changement-là depuis, quelques mois arriver? Ouais, ouais, puis, là, on est dans un entre-deux. Avant, c'était très simple, on était soit en boule, soit en bière Ouais, et là, maintenant, on est dans un entre-deux un peu bizarre où tout le monde est très bullish, enfin, tous les gens de l'écosystème sont hyper bullish, mais ça a pas encore explosé. On a eu un petit ATH de bitcoin il y a quelques mois, mais heu, j en tout cas, tout le monde le sent, tout le monde le sait et tout le monde le voit donc on attend juste de voir quoi, ce qui va se passer. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est les cas d'usage qui changent donc on a toujours, nos traders fous, on a toujours nos d'accord. dégènes sur la blockchain, mais mis à part ça, enfin, on voit qu'il y a des cas d'usage qui commencent à être de plus en plus sérieux et des manières de réfléchir qui sont très différentes d'il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, on voulait absolument mettre la techno blockchain en avant et de plus en plus, on est en train de voir qu'il y a un côté très, en fait, j'utilise en back-end parce que la techno, elle est hyper intéressante, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez aussi pris le pari très tôt des institutionnels, d'aller discuter avec eux, des grandes entreprises, là où l'écosystème crypto a pu être un peu réticent à un moment. Ensuite, il y a eu BlackRock. Bon, effectivement, il y a toujours les gens qui sont réticents, mais là encore, dans le sens de l'histoire, on va vers plus d'institutionnalisation, on va vers plus de grosses marques. Vous travaillez aujourd'hui avec PMU, mais sur des cas d'application avec Stable, on en parlera un peu tout à l'heure. Mais parmi très tôt les gens qui sécurisaient la blockchain Tezos, il y avait des gros institutionnels. Mmh. C'était facile de leur parler à l'époque et de leur expliquer l'intérêt de participer à cette décentralisation. Alors facile, non. Ouais, Mais, enfin, on était dans un moment où effectivement la blockchain ça intéressait, ils étaient très curieux, mais ils comprenaient absolument pas et les ressources qu'il y avait à l'époque, de documentation, elles étaient assez faibles. Donc il y a eu un gros travail de pédagogie avec les corporates, mais au final, ben, en fait, la manière la plus simple pour eux d'utiliser la techno, sans risque, ça a été de faire en fait des validateurs. ouais. Donc comme je disais des bakers et on a eu, ben, EDF avec, donc la filiale Exaion, Forge, Ubisoft et cetera et c'est en utilisant la techno quand ils ont vu, ben, finalement la blockchain ça mord pas, ils se sont dit, «Ah, ben en fait on va pouvoir construire des choses dessus» donc Exaion eux, ils ont carrément pris le parti de faire des services de nœuds, donc sur Tezos mais À la après sur demande, d'autres ouais. blockchains, ouais exactement à la demande. D'ailleurs c'est eux qui gèrent pas mal de validateurs Tezos, chez d'autres corporates, OK. et donc c'est marrant de voir finalement que, bah, tu vois, ils se font confiance quoi, donc Ouais. c'est plus simple possible pour eux, de déléguer cette infrastructure et ouais, principalement ça a été ça, donc ça pas été facile au début, mais ça permet à eux de faire un premier pas. Les directions innovation qui sont très bullish, ça leur donne aussi, ben, ça leur donne aussi un élément de réponse à leur direction pour dire: «Bah, du coup, ça y est, maintenant on peut construire des projets». Un bac à sable, un peu Exactement, quoi. OK. exactement ça. Et justement, tout à l'heure, tu parlais un peu de du changement de l'écosystème. Autant en 2020-2021, on aurait échangé sur ce sujet, on se serait tous les deux dit, c'est la DeFi qui va être un peu le truc du cycle. On a vu énormément de choses dans la finance décentralisée éclore à ce moment-là ou se confirmer. Je pense à Aave, je pense à Curve, je pense enfin, on peut citer des milliers de protocoles. Autant j'ai l'impression sur ce cycle-là, alors on a un peu parlé d'Epine, on a un peu parlé de tous ces sujets-là, mais pour moi, il n'y a pas de grosse thématique qui sort du lot et on se dit c'est ça qui va tracter beaucoup de choses. Est-ce que est-ce que toi, tu perçois une thématique qui sort un peu plus du lot ou est-ce que justement on revient sur des bases un peu plus basiques qu'on va peaufiner, qu'on va améliorer et des cas d'usage peut-être moins nouveaux avec toute l'innovation qu'on a pu connaître avec l'été de la DeFi par exemple? Quels La sont ouais, les cas Ouais. d'usage que toi tu vois du coup de ton côté quoi? Bah, en fait, on voit que c'est il y a surtout des tendances qui viennent, qui disparaissent, qui reviennent. Ouais, Donc ça, c'est là-dessus, on le voit souvent. Je pense que les sujets d'infrastructure vont clairement être, enfin, il va y avoir clairement des gros sujets d'infrastructure. Heu, la DeFi va clairement rester. Ça, c'est moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. oui. Enfin, les institutionnels financiers commencent à s'y intéresser, donc La régulation arrive aussi, donc les régulations c'est pas arrivent, pour rien pour, généralement, ouais. du bien ou du moins bien, je Ouais, sais pas, on verra bien. mais C'est généralement ça reste. Il y a moins de gens qui restent, mais ça reste. Quand la régulation s'intéresse à quelque chose, c'est que normalement, ouais, c'est pas quelque chose sur lequel, au bout de quelques semaines, ça part à la poubelle, sinon, on sort pas l'artillerie lourde ouais, de c'est ça, 2 c'est ans pas de éphémère, ouais, parce que ouais, c'est vrai que bon, les régulations, enfin, on le voit,
Si je dis pas de bêtises, vous êtes aussi, membre de l'ADAN, donc Oui, il y a tous ces sujets et puis on voit que ça prend 2 ans, 3 ans avant de ouais, tout à fait. Ouais, d'être ouais. mis, donc effectivement, si ça reste au bout de 2 3 ans, c'est que ça existe encore, c'est déjà pas mal. Hem et sinon après en termes de tendance, ouais, moi je vois beaucoup, donc les sujets d'infrastructure pour sûr, la DeFi clairement et tout ce qui va être un peu relié avec le monde réel, donc je parle pas forcément de tokenisation juste immobilière, mais en tout cas, il va y avoir des connexions entre, ce qui se passe off-chain et on-chain. OK. Et justement, parmi les projets qu'on va accompagner en commun, sur cette saison 2 de Cube 3, il y a, 2 thématiques qui sortent un peu, du lot et que vous allez accompagner à nos côtés. On a, quelque chose du monde réel, qui va aussi pouvoir être mis dans le numérique. Je pense à du coup au projet moto de Suzy, qui veut, certifier, des vêtements vintage et c'est une tendance qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire, OK, où est la frontière entre, le monde réel, et le monde numérique? C'est une forme de real world asset aussi, enfin, tous ces thématiques dont on n'a pas parlé, mais qui sont très intéressantes, tokenisation. Et puis de l'autre, davantage Bounty, qui lui prend le pari de, OK, les points fidélité, c'est un peu fini. Il va falloir, incentiver les gens autrement, notamment pour qu'ils fassent des, retours sur des expériences utilisateurs. Il travaille avec Ingenico, quand même une grosse boîte, française et qui, en gros, est partout grâce au TPE, terminal de paiement électronique dans tous les magasins, pour justement derrière pouvoir, accompagner les clients après la vente et les récompenser là-dessus. Donc on voit là aussi, on peut incentiver, de manière différente grâce à la blockchain. Hem, Quand on a échangé sur ces 2 projets, toi, qu'est-ce qui t'a, plu et pourquoi tu t'es dit: «OK, ces 2 là plus que les autres», puisque, il y en a eu d'autres, avec lesquels on a pu échanger un moment? Bah, comme je te disais, cette connexion très off-chain, on-chain, c'est hyper intéressant et quand on creuse, vraiment plus micro, par exemple pour moto, en fait, on se rend compte qu'il y a des gros sujets concernant les DPP, donc les passeports, numériques pour les produits, pour voir toute la traçabilité. C'est des sujets qui vont être obligatoires pour beaucoup d'objets, Ouais, d'ici 2030 et le fait qu'ils se basent, eux, là-dessus, sur un truc très niche qui sont, les vêtements vintage où, bah, les justement, il y a une demande des gens pour être sûr que, ben, si j'achète, je sais pas, j'ai une bêtise, mais un blouson, Burberry, qui date des années 80, bah, je veux être sûr que c'est pas juste une ouais, contrefaçon que j'ai acheté sur AliExpress. c'est ça. Ouais. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, le côté très sécurisé pour un domaine de niche, ça nous a beaucoup plu. Et puis pour Bounty, pareil, c'est le fait de réfléchir un peu autrement. C'est-à-dire que, les questions de fidélité, ça existe depuis toujours, depuis le temps qu'on essaye d'avoir de la récurrence auprès des clients, donc tous les magasins les ont depuis toujours. Là, le fait de pouvoir apporter quelque chose très similaire et de connaître et surtout de de laisser le consentement aux gens, en fait, de donner les Ouais. informations qu'ils veulent et de se dire: «Bah, en fait, moi, je veux bien recevoir ces pubs-là de telle boîte parce que je vais être pouvoir rewarder». Bah, il y a un côté justement, ownership de ces data et qui est central, en fait, dans la blockchain. Donc Ouais. ça va clairement dans l'ADN de Tezos. Et puis la granularité aussi sur, qu'est-ce que tu communiques, comment l'anonymisation de celle-ci, pour ensuite la monétiser d'une manière différente. C'est vrai que ça va être, vraiment le nerf de la guerre des prochaines, années sur ce sujet-là. Et justement sur ces prochaines années, comment toi tu vois un peu l'écosystème, à, 12 mois, c'est peut-être un peu court, mais à 5-10 ans, on a peut-être moins de chances de se tromper. Tu viens de parler de 2030. Il y a des objectifs, que tout le monde a un peu en tête et puis peut-être aussi que la régulation nous amènera à voir. C'est ça aussi que j'aime beaucoup sur la saison 2 de Cube 3 et c'était aussi le pari, de Cube 3 dès le début. C'est moi, ce que je vois comme grosse différence, c'est que les porteurs de projets ne sont pas forcément issus du monde du Web 3. C'est le cas de Suzy, c'est le cas de plein d'autres porteurs de projets qui, en fait, utilisent le Web 3 by design, mais pour lesquels c'est pas forcément, un truc, exceptionnel à annoncer. Heu, on s'approche un petit peu du fameux, TCP/IP où en fait tout le monde utilise, mais c'est pas un argument de vente et je trouve que ça, c'est un bon signal pour, l'écosystème et qu'en fait on construit des cas d'usage sur, ce qu'il y a de mieux pour les construire, à savoir les blockchains et le Web3, mais que c'est pas un argument de vente. Hem, à 2025-2030, c'est dans 12 mois 2024 donc 2025 donc on va pas prendre cet exemple-là, mais allez 2030, qu'est-ce qui sera pour toi le Web3? Moi, je pense que ça va faire partie intégrante des infrastructures des entreprises et je pense même, en allant plus loin, qu'on aura, ouais, une sorte de tu vois, une sorte de back-end un peu mondial où justement tu as les connexions où chaque corpo se dit, «En fait, OK, je vais faire mon propre nœud parce que je peux pas envoyer des appels au smart contract sans faire tomber le nœud de quelqu'un, donc Mmh.
je fais confiance à mon infrastructure. Le fait d'avoir leur propre validateur pour se dire: «Bon, bah, en fait, quand moi, quand ça passe dans mes blocs, enfin, c'est je me rémunère moi-même, donc au moins je dépense pas forcément» et autres. Hem, enfin, le fait d'avoir vraiment, leur utilisation, très spécifique et très contrôlée de ce qu'ils veulent faire et je pense que ça va de plus en plus se démocratiser. Donc moi, je vois bien, en fait, vraiment juste, intégrer à l'infrastructure qu'ils ont de base, et en fait, je pense qu'ils vont utiliser ça comme ça, ouais et vraiment comme tu disais, aujourd'hui, quand n'importe quelle boîte a un site internet, c'est normal Ouais. et moi, je vois bien, en fait, les gens qui utilisent, Web3 de manière normale. Alors pour des raisons des fois totalement diverses et variées. Certains, c'est pour, par exemple, communiquer avec leurs fournisseurs et ils ont pas envie qu'ils tapent dans leur infrastructure, on va dire, fermée donc alors c'est plus simple de se transmettre des informations via la blockchain. OK. Il y en a d'autres, ce sera pour la sécurisation. On le voit, on travaille avec, des notaires justement là-dessus donc quand on disait la blockchain, ça va tuer les notaires et au final, c'est les notaires qui l'utilisent pour sécuriser, les informations qu'ils ont reçues. Bon, bah, en fait, on se dit: «OK, chacun son propre cas utilisation de la blockchain», je pense qu'on va aller vers là-bas, ouais. Avec, du coup, plusieurs blockchains à chaque fois, plusieurs mondes, parce qu'il y a souvent aussi le côté, layer 1, layer 2. On a eu aussi, la grande tendance les layer 2 vont détruire Ethereum, Ethereum est toujours là. Avec, ouais, tu vois, toutes ces blockchains qui continuent de coexister avec chacune leur spécificité, tu le vois comme ça aussi? Ouais, je pense que oui, là-dessus, oui. Il y aura peut-être même une centralisation, des blockchains vraiment utilisées. C'est possible aussi. Hem, Puis après, c'est vrai que bon, les Layer 2, on l'avait pas vu venir de cette Ouais, manière-là. On avait plus vu les sidechains qui faisaient, hem, on avait plus vu, par exemple, des polygones et on aurait pu penser que c'était ça un peu l'avenir des Layer 2. ouais, Puis tout au à fait. final, ça a été plus côté Arbitrum et Optimism. Donc là-dessus, je t'avoue que j'ai du mal à visualiser comment ça pourrait être parce que ça fait vraiment boule de cristal. Ouais, tout à fait. Ou même Heu, les Cosmos ou les Polkadot et tout, effectivement, il y a Totalement eu, avec les AppChains, ouais. ouais, totalement. C'est vrai qu'effectivement, c'est assez vite retombé, aussi vite que c'est monté, ce genre de cas d'usage et d'applicatif, mais ouais, ta boule de cristal, elle est pas assez Non, tu l'as pas là-dessus, assez, frottée pour voir ce qu'il y avait derrière ces quelques années qui nous séparent de 2030. Je pense qu'effectivement, c'est les cas d'usage qui nous le diront mais moi, je suis d'accord avec toi. Il y aura plusieurs blockchains qui vont cohabiter. Il restera pas que Bitcoin. Désolé pour les Bitcoin maximalistes, mais il y aura bien évidemment, Bitcoin et il y aura, je pense, beaucoup d'autres et plein de cas d'usage, dessus. Merci Brian. merci Valentin.